Bonjour et bienvenue à cette 8e édition de 45 minutes chrono. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons aborder dans un premier temps les impacts du Covid sur le commerce français. Nous aborderons le côté consommateur et puis notamment tout ce qui est panier moyen, comportement de paiement, les différents canaux de vente et notamment l'écosystème banque et paiement. Dans une deuxième partie, nous aborderons la reprise que nous pouvons attendre, les premiers chiffres de la reprise notamment, les perspectives, les nouveaux besoins des commerçants, ainsi que les services plébiscités durant cette période de crise sanitaire et économique. Les vidéos et micros sont coupés et vous pourrez poser toutes vos questions via le Q&A en bas de l'écran. Nous y consacrerons une dizaine de minutes pour y répondre. Pour aborder ce sujet de manière systémique, je vous présente notre speaker, Fabien Filcam, Marketing Manager au sein d'Ingenico Group, Ingenico, leader de solutions de paiement intégrées, Dimitri Faber, cofondateur et directeur général de la société Tiller, une start-up spécialisée des solutions d'encaissement pour restaurateurs et commerçants, et puis Maurice Blanchard, président de l'Association du paiement, une association qui rassemble une communauté de plus de 70 membres de l'écosystème des paiements, avec des industriels, des PSP, start-up, etc. Aujourd'hui se pose la question de quels impacts du Covid sur le commerce français. Alors je partage mon écran. Voilà. Et donc Dimitri, si vous pourriez nous partager votre analyse des impacts du Covid côté commerçant, nous dire ce que vous observez en tant que spécialiste et nous partager éventuellement quelques éléments de volume. Merci pour l'intro. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, nous, on est une société qui édite un logiciel de caisse enregistreuse et de gestion pour les CHR. Les CHR, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les cafés, hôtels, restaurants. C'est vraiment la restauration au sens large. Et on a profité d'un panel assez représentatif qui est notre base client aujourd'hui, plus de 10 000 établissements en France, pour regarder un peu les tendances, les analyses, les chiffres de ce qui s'était passé pendant le confinement. Donc, si vous voyez, par exemple, donc on va beaucoup parler données. Alors après, il faut prendre en compte que ces données s'appliquent spécifiquement à ce secteur des CHR, donc notamment des cafés, des restaurants. Et il faut, voilà, ça peut dégager les tendances. Donc, ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est la part de nos clients, donc la part de ces 10 000 commerçants qui étaient ouverts à un moment donné pendant le Covid. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans une période normale, donc c'est les 2 premières semaines avant le début du confinement, on tourne entre 92 et 93 % de restaurants actifs. Pourquoi? Parce que certains sont saisonniers, certains sont fermés à un moment donné de l'année, etc. Mais c'est un peu les moyennes. On voit tout de suite le gros pic à la semaine 12, qui est le début du confinement, comme vous imaginez. Et donc, on voit que de ce pic négatif jusqu'au 11 mai, donc qui est la semaine 20 à peu près, on a en moyenne un peu plus de 18 % des établissements en France, CHR, qui étaient ouverts, donc qui ont déjà eu des commandes. Ils ont fait de la livraison, de la vente à emporter, du click and collect, comme on verra plus tard dans la présentation. Ce qu'on voit et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du 11 mai, c'est-à-dire qu'il y a eu un déconfinement progressif, non pas des restaurants, mais de la population, cette part a augmenté. Pourquoi? Parce que les restaurateurs, les commerçants se sont dit c'est une opportunité pour aller accueillir du monde, c'est une opportunité pour qu'ils puissent venir, même si c'est que via de la vente à emporter ou de la livraison. Et donc, on monte pendant cette période de pré-confinement ou début de confinement à un peu plus de la moitié des établissements qui étaient ouverts. À partir du 2 juin, donc 2 juin pour rappel, c'est l'ouverture totale des restaurants en zone verte et l'ouverture des terrasses en zone orange, notamment en Île-de-France. Et là, on voit tout de suite un pic et on monte. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, donc la semaine 26, on monte à des niveaux d'activité, en tout cas des niveaux d'ouverture qui étaient quasiment identiques, un tout petit peu plus bas que la même période l'année dernière ou que le pré-confinement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que malgré le fait qu'on parle de beaucoup de faillites de petits commerçants, de restaurateurs, il y en aura, mais on arrive quand même à des niveaux qui sont proches de ce qu'on avait avant et pas un scénario catastrophe comme on pourrait avoir. Si vous regardez maintenant le graphique de droite, qui est plus intéressant, c'est le volume de commandes sur ces établissements. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la même période en 2019 pour pouvoir comparer un peu et on voit quel volume de commandes il y a eu par rapport à l'année précédente. Et là, on voit un pic très net, mais moins impactant que le nombre d'établissements ouverts. Ce que ça veut dire, c'est que pour ceux qui sont restés ouverts, ils ont pu faire plus ou au moins le même volume de commandes qu'ils faisaient avant. Et donc, pour donner une idée, sur l'ensemble de la période, on tourne à peu près 40%
de commandes en moyenne par rapport à ce qui se passait l'année dernière. Et aujourd'hui, on arrive à stabiliser à des niveaux entre 85 et 90%. Donc voilà, il y a quand même une perte assez sèche pour les restaurateurs et commerçants qui sont ouverts. Néanmoins, il y a une reprise qui se fait, une reprise qui est assez rapide de ce qu'on voit du graphique. Merci beaucoup Dimitri pour ces informations et ces volumes. Fabien, d'un point de vue plutôt consommateur, quelle analyse faites-vous et quels est selon vous les changements de comportement dans les paiements? Je vais vous passer la slide. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, au niveau du consommateur, ce qu'on peut noter en termes de comportement de paiement, c'est quatre types de paiement. Donc, si on se concentre sur la partie gauche qui est le paiement sans contact, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 68% des paiements CB de la tranche 0 à 30 sont réalisés sans contact. Sur la nouvelle tranche 30 à 50, donc qui a été mise en place très récemment, aujourd'hui, ça représente 35% des paiements CB, ce qui représente à peu près 10 millions de transactions de plus par semaine. Donc, c'est assez conséquent. Donc, c'est plutôt une réussite, cette nouvelle tranche. Et donc, si on regarde dans la globalité, on peut dire qu'aujourd'hui, 48% des paiements CB qui sont faits en magasin sont réalisés sans contact. Si on regarde ce chiffre avant la crise sanitaire, on était à 39%, ce qui représente à peu près 4 milliards de transactions par an. Donc cette année-là, sur 2020, on devrait dépasser facilement les 4 milliards de transactions sans contact. Si on regarde la deuxième colonne maintenant, qui sont les paiements mobiles via e-wallet, on remarque une augmentation assez importante aussi de plus 15% sur la période de mai à juin 2020. En revanche, ce qu'on veut dire, c'est que ça reste relativement faible si on compare au volume total de transactions sans contact, puisqu'on est à peu près à 0,6% des paiements. Ce qui fait de la France un des pays les plus en retard sur cette technologie. Au niveau européen, on est bon dernier. Et si on compare à la Chine qui est premier, la Chine est aujourd'hui à 36% de paiement via e-wallet. Ça passe notamment par les deux applications phares qui sont WeChat et Alipay. En termes de volume, le paiement mobile représente aujourd'hui 25 millions de transactions pour 2020. Enfin, on attend les 25 millions de transactions pour 2020. Donc, si on les compare aux 4 milliards de transactions sans contact, ça reste relativement faible, même si c'est en augmentation, puisqu'on voit apparaître de nouveaux wallets régulièrement. Donc là, je parle bien sûr du commerce de proximité. Si on regardait le retail, le paiement mobile la croissance du paiement mobile est un petit peu plus forte. Et notamment, on sait qu'aujourd'hui, Carrefour est intégré à l'Apple Pay Wallet, donc ce qui devrait permettre une accélération de ce type de paiement. Ensuite, troisième colonne, si on regarde tout ce qui est paiement en chèque et en espèces, donc les espèces ont baissé. Au plus fort du confinement, on a été à moins 37% de paiement en espèces. Et on est aujourd'hui à moins 15% depuis la fin du confinement. Donc, ça a un peu repris, mais on note quand même une baisse. Sur le chèque, la baisse est moins importante, puisqu'au plus fort du confinement, on a été à moins 10%, et aujourd'hui, on est à moins 5% de paiement par chèque depuis la fin du confinement. Donc, le chèque a mieux résisté que les espèces. En revanche, ça ne signifie pas du tout la fin des espèces, puisque aujourd'hui, les espèces sont à 67% plébiscitées par les Français comme moyen de paiement pour les petits achats du quotidien. Enfin, dernière colonne, c'est les paiements en click and collect. Donc, si on regarde les petits commerçants de proximité qui ont mis en place des systèmes de click and collect, ça leur a permis de préserver 25% de leur chiffre d'affaires pendant la crise. Donc, c'est essentiellement des petits commerces parisiens qui ont mis ça en place, et ça va être surtout les commerces de bouche et la restauration.
Si on regarde côté consommateurs français, on a à peu près 20% des Français qui ont eu recours au click and collect depuis le début du confinement, donc ce qui est assez significatif. Mais en revanche, seulement 10% des Français ont utilisé le click and collect sur le commerce de proximité. Ce qui montre que le commerce de proximité est moins en avance sur ce domaine-là, mais est en train de rattraper le retail et adopte finalement les comportements qu'on voit sur les parcours clients du retail. Enfin, dernière info, sur le click and collect, on est sur un panier moyen d'achat de 55 €, ce qui est plus élevé que le paiement sans contact, puisque le paiement sans contact, on est sur une transaction moyenne d'à peu près 43 €. Donc voilà un peu le panorama de ce qui s'est passé en termes de méthodes de paiement sur la France et sur le commerce de proximité. Merci Fabien. En tout cas, à travers de ce que vous venez de me dire, on voit bien qu'il y a bien un changement dans les comportements en période de Covid et que finalement, les gestes barrières comme le paiement sans contact, le paiement mobile sont en vogue et les paiements à chèque et espèces ont quand même baissé. Tout à fait. Merci beaucoup Fabien. Maurice, pouvez-vous nous parler de l'impact direct sur les retraits d'espèces? Quelle analyse pouvez-vous nous partager? Bon. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Au niveau de l'association du paiement, nous avons réalisé début mai une consultation auprès de nos membres pour récupérer certaines informations que je vais vous délivrer lors de cette intervention. Alors, pour compléter ce que vient de présenter Fabien et Dimitri, je peux partager avec vous une courbe qui est l'évolution des retraits dans les distributeurs de billets pendant le confinement. Alors, cette courbe provient de données collectées anonymement par nos membres sur un parc significatif de terminaux de paiement. Alors, c'est une courbe virtuelle qui permet de comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'utilisation des machines. Alors, précision, la base 0%, c'est une semaine standard de retrait. Alors, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est que depuis le début de l'année et jusqu'à l'annonce du confinement, on était sur une courbe standard à plus ou moins X% d'une semaine à l'autre. Dès que l'annonce de confinement a été faite, sur les 2 jours qui ont suivi, on a constaté une augmentation des retraits de 20%. Les gens, en fait, sont allés au distributeur de billets pour retirer de l'argent liquide, pour avoir de l'argent liquide sur eux. Dès le confinement, on a eu une baisse très importante des retraits, de moins 60 à moins 70%, avec une lente remontée tout le long du confinement et un retour à la normale, on va dire à la quasi-normale, depuis le début juin. La baisse de retrait n'a pas été compensée par un éventuel développement du service de cashback sur les TPE. On aurait pu estimer que cette solution aurait pu être utilisée comme alternative aux distributeurs de billets. Ça n'a pas été utilisé. Donc, c'est une preuve supplémentaire, si besoin est, que le recours à l'argent liquide a été fortement diminué durant le confinement. Et pour terminer, je peux partager une information sur les automates de distribution automatique, tout ce qui est café, viennoiserie, confiserie, etc., où là, on a constaté des baisses d'activité allant de moins 80 à moins 100%. En effet, les machines n'étaient plus utilisées, les gares désertées, les usines, il n'y avait plus personne, ce qui peut expliquer ce chiffre. Merci Maurice. Donc oui, effectivement, là, on voit bien qu'il y a eu une crainte avec les retraits d'espèces d'attraper le virus. Et donc, on voit bien dans ce schéma-là que c'était effectivement en baisse totale. Et cela reprend depuis qu'il y a eu des confinements. Tout à fait, tout à fait. On ne sait pas, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourra d'ores et déjà dire est-ce que les gens vont se déshabituer du cash ou se réhabituer au cash. En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il continue à être utilisé. Et bien que, si j'ai bien compris, cela n'a pas été prouvé que le virus pouvait être transmissible par les billets ou les espèces. Aujourd'hui, on voit tout le contraire, mais a priori, il n'y a pas de base, on va dire, sérieuse qui permet de dire qu'effectivement, il y avait le virus sur les billets, quoi. Merci Maurice. Je continue avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler des autres impacts, notamment peut-être des régions les plus touchées, une analyse régionale, et puis nous partager aussi, puisque vous avez parlé donc de ce communiqué de presse, rappelez-nous un peu l'activité des membres durant justement le confinement et ce que vous avez noté par rapport aux membres de l'association du paiement. Tout à fait. Alors, je peux vous donner bien sûr des informations, mais à titre anonyme, je ne pourrais pas, bien entendu, vous le comprenez tout à fait, citer les sociétés.
Donc, on les a interrogés et d'une manière générale, ce que l'on constate, c'est qu'on a une baisse d'activité qui se situe en fonction des sociétés entre moins 30 et moins 80%, voire même pour certaines, moins 90%. Alors, c'est essentiellement lié aux typologies de marché parce que, par exemple, à contrario, certains acteurs ont été très peu touchés car leur modèle financier était indépendant des volumes. Alors, qu'est-ce qui a été fortement touché? Principalement, c'est tout ce qui est centre d'appel. Dans certains cas, ils étaient carrément à l'arrêt. Alors, sur le secteur de la livraison et de l'installation des terminaux, là aussi, on a constaté des ralentissements, des baisses d'activité, mais aussi des ralentissements de prestations liés à un contexte de travail plus compliqué, compte tenu du fait que les gens étaient en télétravail ou bien alors qu'ils ne pouvaient pas tous venir au bureau, les distanciations, bien entendu, et on avait aussi la difficulté à faire effectuer les livraisons en temps et en heure chez les clients. Du coup, beaucoup de projets en cours ont été suspendus, voire repoussés. Alors, sur les régions, on peut dire que globalement, toutes les régions ont été impactées. Mais on a vu que, et sans surprise, les régions qui ont été le plus touchées, c'est l'Île-de-France, le Grand Est, bon, qui ont été particulièrement en plus touchées par le Covid, mais également l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, qui est très, je dirais, très touristique, et le Sud-Ouest, qui est également très touristique. Alors, sur quoi ces régions ont été particulièrement touchées? C'est principalement sur les activités d'échange de flux, sur la vente, l'installation, le déploiement et les services aux commerçants. Alors, je peux continuer sur d'autres informations que nous ont données nos membres, alors notamment sur tout ce qui est modalité RH et précautions prises dans les entreprises. Alors, la majorité des membres, pour ne pas dire la quasi-totalité des membres, ont eu recours à du télétravail ou à du chômage partiel. Alors, lorsque le télétravail n'était pas possible, comme dans beaucoup d'entreprises, des plannings tournants ont été mis en place pour favoriser tout ce qui était distanciation sociale dans les locaux des membres. Certaines entreprises ont imposé des obligations comme celle de solder des congés. D'autres ont laissé le choix. Il n'y a pas eu réellement de solution miracle. Certaines ont pris des gels, des en mesure des gels de tout ce qui était augmentation de salaire. D'autres ont décidé de ne pas y toucher. En tout cas, ce qui est important de noter, et il faut le souligner, aucune entreprise n'a provoqué de licenciement. Pour terminer, je peux vous parler d'un petit peu des demandes qu'on a eu à faire face lors de cette période de confinement. Alors, on a eu des demandes spécifiques de nos clients qui sont au final sans trop de surprise. Alors, ce sont principalement des demandes de mise en place de logiciels tels que le sans contact, de logiciels de vente à distance, de paiement par Internet, mais on a aussi eu beaucoup de demandes de facilité de paiement, de report ou d'annulation d'échéance, de diminution de niveau de prestation et sans oublier bien sûr des prestations de nettoyage des TPE. Alors, chacune des entreprises membres de l'association a répondu présente pour accompagner ses clients au mieux sur ces différents sujets. Voilà, Sophia, ce que je pouvais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir dressé un bilan complet de l'impact de la crise sanitaire sur le commerce. Abordons maintenant la question de quelle reprise pouvons-nous attendre. Alors, ma première question est dédiée à Dimitri. Voilà, j'attends juste les slides. Non, plutôt à Maurice. On va continuer avec vous, Maurice, si vous voulez bien. Si vous voulez. Parlez-nous un petit peu de la crise Covid et donc de ce que vous imaginez en termes de reprise, de la réalité, de ce qui est des perspectives, de ce qui arrive. D'accord. Alors tout d'abord, on a constaté au niveau de l'association qu'il y avait une véritable modification de la transformation digitale des habitudes des personnes. Alors, je vous ai fait parvenir les chiffres annoncés par la FEVAD qui corroborent nos impressions. On voit bien, à travers ce que nous disent les commerçants, ce qu'on a constaté sur les habitudes, que le gagnant, c'est incontestablement le paiement sur Internet. On a pu constater une forte progression du e-commerce, car les foyers français ont eu largement recours à ce type d'utilisation de paiement. La livraison à domicile, elle aussi, est le grand gagnant du confinement, avec une progression pratiquement multipliée par 5. Et puis, les enseignes traditionnelles ont enregistré on va dire des progressions très importantes sur le paiement en ligne, bien en dessus de ce que pouvaient faire habituellement les pure players.
Merci Maurice. Donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la crise est bien un accélérateur de transformation digitale et notamment dans le monde de l'e-commerce. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, une question pour vous, Dimitri. Quelles sont, selon vous, les nouvelles solutions émergentes? Qu'observez-vous en tant qu'expert et spécialiste? Alors effectivement, on a vu pas mal de choses côté côté acceptation. Maintenant, on va regarder encore une fois côté commerçant, voir ce qui s'est passé. Et donc, ce graphique, si vous voyez bien, c'est l'évolution des trois principaux types de ventes, on va dire, chez un restaurateur ou un commerçant aujourd'hui, à savoir les commandes en livraison, donc avec Uber Eats, Deliveroo, Allo Resto ou un service en livraison en propre, avec de la vente à emporter, ce qu'on appelle du click and collect. Les personnes vont pouvoir venir. Et finalement, la dernière option est un peu tout ce qui reste, donc l'autre. Et là, dans le cas du Covid, c'était pouvoir aller consommer directement à l'établissement. Et donc, on voit que dans un monde normal, on va dire pré-Covid, donc les deux premières colonnes, on a entre 10 et 14% de l'ensemble des commandes qui correspondent à de la livraison. C'est à peu près la moyenne dans la restauration sur notre type de commerce. On a entre 1 et 3% qui correspondent à de la vente à emporter. C'est des usages qui commencent, qui se développent, mais voilà, qui restent encore minoritaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux étapes. On voit une étape très impactante à partir de la semaine 12 et 13. Alors, la semaine 12, c'est celle où le confinement a commencé, qui est toujours un peu hybride. Certains restaurateurs n'avaient pas complètement fermé, etc. Mais on voit une progression nette des commandes en livraison. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une explosion du nombre de commandes en livraison. Ça veut dire que la part de la livraison a augmenté parmi l'ensemble des commandes. Pourquoi? Parce que les restaurateurs qui étaient ouverts, si on se rappelle le premier graphique qu'on avait pendant de la semaine 12 à la semaine 15-16, c'était des restaurateurs notamment qui avaient déjà des services de livraison et donc qui ont réussi à continuer à le faire. On voit aussi une nette progression des commandes en vente à emporter, du click and collect, qui passe de 2% à 25%. Donc, on a eu presque 1000% d'augmentation sur la période. Deuxième partie, ce qui est intéressant, c'est à partir de cette semaine 16-17, c'est-à-dire quand on commençait à voir la reprise, quand d'autres restaurateurs ouvraient, quand ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire de la livraison ouvraient, on voit progressivement une tendance à la baisse de la livraison au profit du click and collect. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'un restaurateur qui a réouvert après 2, 3, 4, 5 semaines de confinement, pour réussir à maintenir une marge qui est intéressante pour qu'il puisse ouvrir, la livraison ne correspondait pas à son besoin. Parce que pour faire très, très simple et pour simplifier, un restaurant va faire un tiers de ses coûts, ça va être de la matière première, un tiers, ça va être des coûts de salaire de salariés et le reste, ça va être de la marge plus des coûts généraux. Donc, une plateforme qui lui prend entre 20 et 30% de marge, comme une plateforme de livraison, s'il fait que ça, c'est impossible à gérer. Et c'est pour ça que cette tendance, à partir de la semaine 17-18, de baisse progressive de la part de commandes en livraison au profit notamment du click and collect sur lequel il y a des marges plus petites, c'est vraiment ce qu'on observe. Et on observe notamment, à partir de la semaine 21 qui est le début du déconfinement, une baisse radicale, entre guillemets, on va dire, de cette partie livraison qui progressivement, et on le voit aujourd'hui, arrive à des niveaux pré-crise. Donc, ce que ça veut dire qu'en fait, il y a eu ça a fait un peu une courbe, mais aujourd'hui, la part des commandes de livraison dans l'ensemble des commandes est à des niveaux d'avant le Covid. Il n'y a pas eu une augmentation. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la vente à emporter, elle, a fait quasiment entre x5 et x7. Même aujourd'hui, où on voit une tendance à la baisse, mais elle se stabilise entre 9 et 11%. Donc, pour moi, le grand gagnant, entre guillemets, de cette crise, c'est la vente à emporter, le click and collect, et donc les restaurateurs qui savent le faire et qui le font. Merci. Alors, juste une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous imaginez que là, justement, tout le domaine des CHR, les complexes hôteliers et les restaurants vont capitaliser quelque part sur ce qui s'est passé donc avant Covid, pendant Covid et puis après, si on peut parler d'après, et qu'ils vont anticiper quelque part si crise de nouveau il y a du Covid? Alors, ce qui est sûr, c'est comme Maurice et Fabien disaient, cette crise a accéléré la transition digitale pour l'ensemble des acteurs. Beaucoup
Et si on revoit l'activité des CHR au début, il y en a eu beaucoup qui ont fermé directement et qui ont préféré rester fermés pendant 1, 2, 3, 4, même 5 semaines une fois que le confinement a fait. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils voulaient fermer, c'est juste qu'ils n'avaient pas les méthodes, les outils, les process pour faire du digital, pour faire de la livraison, pour faire de la vente à emporter. Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'une énorme majorité se sont équipés. Nous, on a repris un niveau de chiffre d'affaires et de croissance en termes de nouveaux clients qu'on accompagne plus fort qu'avant la crise parce qu'il y a un vrai besoin de ces nouveaux outils. Donc, si nouvelle crise il y a, si nouveau confinement, j'espère pas, mais si ça revient, etc., ils seront beaucoup plus proches et je pense que le choc de fermeture à un moment du confinement, il sera beaucoup moins élevé parce que les restaurateurs auront déjà ces solutions mises en place. Merci beaucoup, Dimitri. Alors, je vous pose une autre question. Selon vous, quelles sont les évolutions des moyens de paiement pour le secteur justement de la restauration et des complexes hôteliers? Alors, justement, il y a une slide pour ça. Pour prévoir. Alors, ce qu'on voit… J'ai une perte de la souris. Voilà. OK. Alors, effectivement, on a fait l'autre analyse et elle est assez concordante avec ce qui a été annoncé par Maurice et Fabien, mais vraiment focus CHR, c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences. On voit très rapidement les principaux types de paiement chez un restaurateur. C'est les titres restaurants de tout type, les espèces et la carte, pour faire au sens large. Ça, c'est ce qu'eux regardent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans une période, on va dire, normale, on est entre 35 et 45% de paiement carte, entre 40 et 60% d'espèces et entre 7 et 10% de paiement en titre restaurant. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est déjà que la part des paiements en titre restaurant a progressivement baissé pendant le confinement. Ce qui s'explique que les personnes ne pouvaient plus forcément aller au restaurant, donc ils ne pouvaient pas payer. Et après, ils payaient peut-être avec ces titres restaurants sur des applications dédiées, etc. On voit aussi que cette part aujourd'hui est revenue en moyenne à des niveaux d'avant-crise. Il n'y a pas eu un gros impact malgré le relèvement du plafond. Il se peut qu'en termes de volume total, ça augmente, mais en termes de nombre de commandes payées en titre restaurant, on est resté à des niveaux d'avant-crise. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu, comme on peut s'y attendre, une envolée, mais toute relative, de la part des paiements par carte, qui est montée jusqu'à un peu moins de 50% en plein milieu du confinement ou au début du déconfinement, et qui aujourd'hui remonte à peu près entre 16 et 20% par rapport au niveau d'avant-crise. Par contre, niveau espèces, ça a été l'inverse. Au début, première semaine du confinement, étonnamment, on voit beaucoup de paiements en espèces. Voilà, les restaurateurs ont essayé de pousser pour avoir des paiements en espèces pour pouvoir préparer le déconfinement. Par contre, à partir de là, ça a été une baisse progressive et une stabilisation, et donc qui a été compensée par paiement carte. Donc, si on peut retenir quelque chose côté commerçant et côté CHR, c'est que la part des paiements cartes a pris entre 15 et 16% et la part des paiements en espèces a perdu entre 10 et 16% globalement. Merci Dimitri. Alors j'ai une autre question, mais je vous la poserai peut-être tout à l'heure. Passons la main donc à vous, Fabien. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Quels sont selon vous les nouveaux services plébiscités pour le commerce de proximité? Alors, avant d'entrer sur ce sujet, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que ce qu'on observe dans le retail arrive généralement dans le commerce de proximité avec un décalage de 3 à 5 ans. Là, l'effet crise sanitaire, ça a été un accélérateur de beaucoup de services sur les points d'encaissement et de paiement. Et aujourd'hui, si on regarde le top des services en croissance dans le commerce de proximité, on obtient un peu ce panorama que je vais vous décrire. Donc le premier, c'est ce que disait Dimitri, c'est la livraison avec une augmentation importante de 23%, particulièrement sur le segment du fooding et du restaurant. Donc, ce que j'appelle le fooding, ça regroupe tout ce qui est autour du restaurant, c'est les commerces de bouche, les bouchers, les boulangers, etc. À droite, je vous ai mis une segmentation des commerçants en France. Donc, on a à peu près 190 000 plus 175 000 restaurants. Ça fait à peu près une cible de pas loin de 400 000 commerces de proximité qui s'intéressent de plus en plus à ce type de service. Deuxième service que l'on voit émerger, c'est le click and collect. On en a parlé tout à l'heure, toujours sur le même segment qui est le fooding et la restauration.
et qui a permis aux commerçants de proximité de préserver au maximum leur chiffre d'affaires pendant cette crise et qui aujourd'hui continue à utiliser ce service d'innovation. Ensuite, le troisième service que l'on voit beaucoup, là c'est sur un secteur très spécifique qui est celui du tourisme, c'est tout ce qui est cashless paiement. Donc c'est tout ce qui va être par exemple paiement via bracelet que l'on va recharger et après qu'on va utiliser pour payer. Donc l'exemple le plus simple, c'est par exemple un camping. Ça va être des systèmes qui sont beaucoup demandés aujourd'hui. Troisième service que l'on voit beaucoup, c'est le ticket dématérialisé, donc qui est un sujet assez installé dans le retail aujourd'hui, qui avait du mal à s'installer sur le petit commerce de proximité parce qu'il n'y avait pas forcément une demande. Aujourd'hui, on note une augmentation de ce type de demande, notamment sur tout ce qui est commerce non alimentaire. Donc, ça va être tout ce qui est fleuriste, boutique de vêtements, opticien, ce genre de commerçants. Ensuite, on a une augmentation aussi du e-ticket restaurant. Aujourd'hui, c'est un service qui a du mal à percer parce que le titre papier est très installé et très ancré dans l'usage. Mais on a une augmentation quand même des e-tickets restaurants via des cartes ou des wallets. Ensuite, on voit de plus en plus émerger des programmes de fidélité qui étaient réservés au retail parce que c'est des programmes qui souvent sont coûteux et il y avait peu d'acteurs qui étaient positionnés sur ce domaine avec une offre adaptée en termes de pricing pour le petit commerce de proximité. Aujourd'hui, il y a une demande, donc il y a des acteurs qui se sont installés sur ce segment et on a de plus en plus de demandes sur ce type de programme parce que ça permet de faire notamment des campagnes de communication via SMS, d'utiliser la carte bancaire comme carte de fidélité grâce à la tokenisation à des prix abordables. Ensuite, autre service qui est intéressant, c'est le pourboire dématérialisé. Aujourd'hui, avec la baisse des espèces, on a en parallèle une baisse des pourboires qui est assez significative. Un des moyens auxquels on réfléchit de plus en plus, c'est de dématérialiser le pourboire, mais on a une grosse contrainte autour de ça, c'est une contrainte de comptabilité, puisqu'il va falloir déduire du chiffre d'affaires le pourboire. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place et dans l'usage et dans la mentalité du petit commerce, c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis, mais on note quand même, car il y a une baisse des pourboires qui est importante, du coup une augmentation de demande sur le pourboire dématérialisé, ce qui permettrait de combler un peu cette perte qu'on constate aujourd'hui. Ensuite, on a les services de e-chèque vacances qui marchent assez bien, notamment parce qu'il y a eu une campagne de communication très importante faite par le gouvernement pour relancer le secteur du tourisme à travers l'Association nationale des chèques vacances. À noter que cette campagne, elle concerne uniquement les e-chèques vacances, pas les chèques vacances papier. Du coup, on a une demande autour de ce service de pouvoir encaisser via le logiciel de caisse ou via le terminal de paiement directement le chèque vacances parce qu'il y a une demande de consommateurs autour de ce type de service. Donc forcément, les commerces de proximité nous remontent cette demande. Enfin, dernier service que l'on voit apparaître, qui était aussi un service très présent dans le retail, qui avait du mal à percer dans le petit commerce, c'est tout ce qui est application de dons. Ça avait du mal à percer aussi pour des raisons de comptabilité puisqu'il faut être capable de retirer du chiffre d'affaires le montant du don et de le transférer à l'association. Donc, c'est pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, on est capable de faire ce genre d'application pour le petit commerce, notamment avec des gens comme Microdon, des gens comme ça, qui est très adapté au petit commerce et on a une croissance aussi sur ce type de service. Donc voilà un petit peu le panorama des services qui sont souvent digitaux du commerce de proximité, que le commerce de proximité a adopté et est en train d'adopter.
Et ça se traduit aussi, nous, à notre niveau, par une augmentation du nombre de points d'encaissement dans les magasins. Avant, on notait à peu près 1,5 points d'encaissement par commerce de proximité. Aujourd'hui, on est presque à 2 points d'encaissement par commerce de proximité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué qui est en très forte augmentation sur le commerce de proximité. Donc, si je comprends bien, il y a bien les services digitaux et on voit bien que la livraison, le click and collect et le catchless est en pleine croissance. Mais quelque part, vous me dites que finalement, vous avez des points de vente qui doublent. Là, Ouais, d'accord. tout à fait. Intéressant. Merci beaucoup, Fabien. Maurice, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur justement cette notion de reprise. Est-ce que vous pourriez compléter ce qui a été dit au niveau tendance d'usage et puis nous partager aussi la vision plutôt industrielle et des membres de l'AP sur cette reprise potentielle? Oui, tout à fait. Donc, je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport aux informations très complètes qui ont été données par Dimitri et par Fabien. Je voudrais juste d'abord revenir sur le sans contact. On a vu qu'il était largement utilisé par les commerçants et les clients. Nous, sur le terrain, on a constaté une augmentation moyenne du parc de terminaux acceptant le sans contact d'environ 6%. Et aujourd'hui, nous avons certaines banques qui sont ainsi équipées maintenant à plus de 80% des terminaux sans contact. Donc, preuve qu'il y a eu de la demande, on a su répondre, on a su installer malgré les contraintes techniques. Et aujourd'hui, on voit bien que le sans contact est largement utilisé. Mais tout le monde n'utilise pas encore le sans contact. Alors, sur l'activité commerciale et la reprise de l'activité commerciale, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté au niveau des commerçants que l'on gère une réouverture quasi complète des magasins. Par contre, on constate que de nombreuses franchises et beaucoup de petits magasins sont en grande difficulté, comme l'a dit Dimitri tout à l'heure sur le segment des CHR, mais il n'y a pas que sur le segment des CHR. On a vu que les enseignes de l'habillement qui ont pris de plein fouet le confinement ont annoncé fin juin avoir retrouvé 85% de leur niveau de marge habituel, preuve que les choses sont en train de repartir. Bon, écoutez, restauration, je ne vais pas en reparler. Dimitri s'est largement expliqué comment ça se passait. Notre taux d'impayé reste fort, très fort, aux alentours de 20%. Je pense qu'on n'avait jamais atteint de tel niveau. Et les délais de règlement des factures ont complètement explosé. Donc, aujourd'hui, on est bien face à des commerçants qui ont recommencé, mais qui n'ont plus forcément la capacité financière à faire. Donc, ce qui fait qu'au niveau des membres, la reprise, en fonction des typologies, elle va aller de timide à soutenue. Voilà. Mais ça commence, ça va de mieux en mieux. Il faut quand même dire que ça va de mieux en mieux. Et puis, pour terminer l'intervention, je voudrais vous citer comme ça de mémoire les grands sujets qui sont dans la tête des commerçants aujourd'hui. Aujourd'hui, les commerçants, quand on les a, ils nous parlent d'accès au point de vente, ils nous parlent de parcours client en général dans le magasin, ils nous parlent d'omnicanalité, ils nous parlent beaucoup seconde vague de Covid. On espère tous qu'elle ne va pas se passer, mais ils prennent d'ores et déjà les précautions au cas où. Alors, on nous parle d'équipements de protection pour le magasin et pour le matériel, de mesures barrières, d'adaptation des terminaux. Alors, bien sûr, logiciel sans contact pour les retardataires, ceux qui ne l'auraient pas encore mis, mais pas que, parce qu'on nous parle aussi beaucoup de logiciels de vente à distance et de palettes élargies des moyens de paiement pour accepter autre chose, entre guillemets, que la carte bancaire. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de sujets et beaucoup de demandes sur tout ce qui est e-commerce, drive, click and collect. Alors, ce sont tous les sujets sur lesquels nos adhérents sont en capacité, bien entendu, d'accompagner le marché. Merci beaucoup Maurice de cette vision effectivement donc industrielle et aussi des membres de l'association du paiement. J'arrête le diaporama. J'aimerais que l'on puisse proposer à nos participants de poser leurs questions et je crois que j'en ai d'ores et déjà. Je vérifie. Alors, merci pour votre webinaire. Quels sont les nouveaux moyens de paiement utilisés après Covid-19? Est-ce que quelqu'un veut y répondre pour rappel de ce qui a été dit d'ores et déjà? Moi je veux bien répondre. Aujourd'hui, il y a bien sûr tout ce qui est autour du paiement par carte sans contact. Donc ça reste le numéro 1 sur la France et sur le commerce de proximité. On a une augmentation relative du paiement mobile via e-wallet. Donc quand on parle de e-wallet, c'est souvent Apple Pay, Google Pay et après d'autres acteurs
comme Paylib, LifePay, des gens comme ça. Ça, c'est assez localisé sur la région parisienne quand même, donc ça ne concerne pas une utilisation massive en France, parce que c'est 0,6% des paiements sans contact, donc c'est très très à la marge, et c'est ce que je disais, la France est bonne dernière sur ce type de paiement. Et après, on a des paiements un petit peu plus innovants qui sont, alors on appelle ça le paiement par lien. C'est la possibilité pour un commerçant d'envoyer directement un lien de paiement. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, que l'on regarde, nous, chez Ingenico, de très près, qu'on développe dans certaines régions et qu'on regarde de près, qui est assez demandé. Et puis après, il y a le click and collect, c'est ce qu'on disait, c'est la possibilité pour un marchand de créer très vite une page web dans laquelle il va présenter son stock interne. Ce n'est pas vraiment du e-commerce, hein, mais c'est vraiment basé sur le stock interne du commerçant. Et l'objectif, c'est de donner tous ces petits moyens simples pour le commerce de proximité pour qu'il puisse réagir très, très vite. Donc ça, c'est un peu les 4 moyens qu'on voit beaucoup. Puis après, il y a l'espèce, le chèque, qui n'ont pas du tout disparu, contrairement à ce qu'on entend très régulièrement. C'est très plébiscité. Et ça fait partie d'une économie aussi, hein, l'espèce et le chèque. Donc ça ne disparaîtra pas demain. Merci Fabien pour cette réponse. J'ai juste une remarque de Monsieur Vincent Toche. Complément, la part du sans contact chez carte bancaire entre 30 et 50 euros a encore augmenté. Le dernier est à 38%. D'accord. Sur la tranche 30 à 50, je crois que c'est ce que j'annonçais. 38%, je crois que c'est ce que j'ai annoncé. Mais oui, je confirme, on est bien à 38%, ce qui représente 10 millions de transactions par semaine en plus. Supplément. Donc c'est un vrai succès d'avoir relevé cette tranche, c'est un vrai succès. Merci Fabien. Une autre question, Laurence Garnier. Qu'entendez-vous par paiement par lien? Alors le paiement par lien, c'est tout simplement le commerçant qui va vous envoyer un SMS sur lequel vous avez à avoir un lien. Vous atterrissez sur une page de paiement et vous payez sur votre propre téléphone. En fait, ça évite juste d'avoir à utiliser le terminal de paiement du commerçant. Vous payez sur votre téléphone. Voilà, c'est uniquement ça le gain qu'on a, mais c'est quelque chose qui est assez demandé, qui est assez pratique dans certains parcours clients. Merci Fabien. Je n'ai pour le moment pas d'autres questions. Est-ce que vous auriez des compléments d'informations à donner, une réflexion particulière plutôt prospective? C'est une question que je pourrais vous poser. Quels sont selon vous les usages qui vont émerger de la crise sanitaire, en dehors de ceux que vous avez cités, par exemple? Alors, côté commerçant, si vous voulez, moi je vois vraiment une émergence de nouveaux moyens de commander, de nouveaux moyens de payer, de nouveaux moyens d'interagir, on va dire, avec les établissements, et pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants. Et on commence à voir, par exemple, de plus en plus de commerçants, en tout cas qui à nous demandent d'intégrer des solutions WeChat Pay, Alipay, des solutions qui sont directement intégrées. Potentiellement, il y en a qui nous ont même parlé de WhatsApp Pay, alors que ce n'est pas encore lancé en France. Donc, pour moi, en tout cas, et là c'est vraiment pas côté monétique, mais côté commerçant, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, et les commerçants sont à la recherche, et notamment les CHR, de nouvelles solutions, pas de paiement parce que, entre guillemets, ils s'en foutent, mais vraiment pour attirer des nouveaux clients et pour dire, voilà, comme à l'époque, quand ils acceptaient l'Amex, c'est un moyen de récupérer des clients. Mais là, en acceptant tous ces nouveaux moyens de paiement, c'est aussi un moyen d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, pour moi, c'est vers là où on va. Merci Dimitri. Alors, j'ai d'autres questions qui viennent d'arriver. Si je peux rajouter quelque chose, excusez-moi Sophia, sur les tendances, effectivement, on s'est aperçu aussi qu'il y a une tendance qui est en train de petit à petit arriver, qui est le désintérêt du ticket du TPE et du ticket de caisse. Avec la crise, le confinement, les risques liés au passage de papier, les gens commencent de plus en plus à dire non, mon ticket, j'en veux plus. Bon, vous le savez sans doute, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour ne plus rendre les tickets de TPE obligatoires, éventuellement aussi demain de ne plus rendre les tickets de caisse obligatoires. Et donc, c'est des sujets sur lesquels effectivement il va y avoir pas mal de choses à prévoir et pas mal de choses à mettre en place d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine, parce qu'aujourd'hui, les clients ne veulent plus partir avec un bout de ticket qu'ils vont balancer dans la rue.
ne serait-ce qu'écologiquement, c'est quand même pas top. Et puis, risquer à travers ce ticket de se faire passer un quelconque virus. Donc, c'est notamment des sujets sur lesquels aujourd'hui l'association du paiement a commencé à travailler fortement avec un certain nombre d'acteurs pour proposer des choses dès la Et rentrée. Maurice, pour compléter ça, parce qu'effectivement, je pense que c'est un sujet très intéressant, côté commerçant et notamment côté éditeur de caisse, l'impression, il y a dans le cadre des certifications pour les caisses, etc., il y a certains critères qui sont l'impression systématique des tickets de caisse, notamment au-dessus de 25 euros. Et ça, bon, déjà, on est obligé de le faire aujourd'hui, mais j'espère qu'on fait tous du lobbying et du push pour que ça parte. Mais pour donner une idée, une fois qu'on a lancé ça, on a 87% de nos clients qui ont dit qu'ils étaient contre et qu'ils ne voulaient pas ça. Donc, et côté commerçant, je pense, et côté consommateur, ça c'est un non-dit, c'est que maintenant le ticket de caisse et le ticket de carte bleue, j'imagine qu'il va dans le même sens, c'est fini, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Nous, côté Ingenico, on travaille également sur ce type de sujet. Et chez nous, ça passe plus par des plateformes, ce qu'on appelle centralisées, donc, qui vont regrouper tous les services autour du paiement et dans lequel on stocke les tickets dématérialisés pour le commerce ou le consommateur. Après, il y a aussi pourquoi ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est qu'aussi il y a des contraintes légales autour de ça. Donc on y travaille parce que la demande est forte, mais on ne peut pas aussi du jour au lendemain tout faire disparaître parce que par exemple si je prends l'exemple pour un commerçant de proximité qui perdrait ses données ou son TPE, le ticket reste la seule preuve de paiement. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas disparaître tout d'un coup. Mais la demande est là et par exemple ce qu'on voit beaucoup dans le retail, c'est les factures, les tickets de caisse. Par contre, ça, le ticket de caisse, là, il y a un vrai sujet. Il n'y a pas de raison de garder un ticket de caisse papier qui fait 20 cm de large et de long. Mais ça veut dire que derrière, il faut récupérer les emails. Voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut mettre en place. Dans le retail, c'est assez facile parce qu'ils sont organisés pour ça. Dans le commerce de proximité, il faut mettre des services derrière et il faut faire ça de manière très très simple et que ça ne soit pas un enfer pour le commerce de proximité. Mais on regarde de très près ces sujets. Merci. En tout cas, effectivement, le sujet de la dématérialisation des tickets de caisse et cartes bancaires est un vrai sujet. L'association du paiement y travaille aussi. Je suis certaine que cela fera l'objet d'une future chronique à la rentrée. Passons encore en revue quelques questions, si vous voulez bien. Croyez-vous que le paiement Face ID pourra être un des nouveaux moyens de paiement? Une question, si quelqu'un veut bien répondre. Moi, de mon point de vue, je pense que ça passera plus d'abord par le paiement biométrique. Il y a des choses très concrètes qui se font. J'ai vu des choses de la BNP, des choses passées là-dessus qui me paraissent intéressantes, qui me paraissent plus faciles à mettre en place. On n'a pas de demande, nous, de paiement de ce type. Après, tout peut arriver, mais je pense que la première étape, ça sera le paiement biométrique. Déjà, il faut mettre ça en place. Il y en a encore assez peu en France. Je pense que ça passera d'abord par ce type de techno, à mon sens. Merci beaucoup. Autre question, avez-vous des chiffres sur l'évolution du paiement push mail, paiement par SMS, WhatsApp pendant la crise sanitaire? Alors de mon côté, moi, j'ai pas de chiffres. Parce que sur la France, c'est relativement, ça a été relativement faible. En revanche, je sais qu'en Espagne, c'est un service qui a très très bien marché. Parce que l'offre était là peut-être et puis donc il y a des pays où ça a très bien marché. Nous on l'a vu sur Ingenico Espagne, c'est un service qui a très très bien marché. Aujourd'hui on voudrait l'importer sur la France et puis plus communiquer là-dessus. Mais il y a eu des initiatives en France aussi de ce type qui ont bien marché. Mais moi j'ai pas de chiffres et les paiements WhatsApp là pour le coup je pense que c'est assez faible aussi. Je pense que c'est assez faible. Il faut rappeler que les paiements WhatsApp et les paiements Lydia, c'est de porteur à porteur. Généralement, c'est les portefeuilles qui permettent de se faire des virements
c'est pas forcément utilisé pour payer un restaurant, c'est plus souvent pour s'envoyer de l'argent. Donc il faut dissocier les deux parce que les stats qu'on voit peuvent regrouper ça aussi. Ok, Cyril Rondeau qui pose la question, bien que Dimitri, vous avez répondu. Quand on dit que les attentes des commerçants, on a l'omnicanal, que voyez-vous au-delà des campagnes dans Facebook, Instagram? Ça serait intéressant, Dimitri, de faire part de votre réponse à tout le monde. Ouais, je voulais commencer si on n'avait pas le temps effectivement de répondre à tout. Alors, nous, moi, je vois, on commence à avoir une tendance des commerçants, et là, quand je dis les commerçants, moi, je parle encore des CHR ou des commerçants de proximité, qui vont vers des modèles qui existent aujourd'hui dans le grand retail, qui existent dans l'hôtellerie, etc. Et notamment ce mot omnicanal qu'on utilise beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire trouver des nouveaux moyens de se faire connaître et des nouvelles plateformes de distribution. Ça, c'est quelque chose que l'hôtellerie a très bien compris, de pouvoir déployer une offre d'une chambre sur leur propre site, par téléphone, sur Booking, sur Expedia, sur tous les autres. Et on voit que les commerçants de proximité, et notamment les restaurateurs et les CHR, vont vers cette tendance-là. Alors, ce n'est pas forcément ces mêmes sites, mais pour moi, l'omnicanal chez les commerçants, c'est avoir une présence en ligne pour de la réservation, avoir une présence en ligne pour du click and collect, sur de l'application, sur d'autres trucs, être présent sur les plateformes de livraison, avoir sa propre plateforme de livraison, permettre de la vente et être livré. Donc, c'est vraiment tout ce nouveau écosystème, on va dire, de se dire aujourd'hui, quand il y a peut-être 15, 20, 30 ans, pour consommer chez un commerçant, il fallait y aller, payer, ressortir. Aujourd'hui, il y a une infinité de possibilités de le faire et je pense que c'est vraiment ça le côté omnicanal, c'est la gestion de l'ensemble des canaux de distribution pour un commerçant. Merci beaucoup. Nous arrivons enfin. Je vais quand même poser les questions qu'il me reste. Question de Nicolas Babel. Nous avons constaté chez EasyCap une forte hausse de l'usage des médias digitaux et de la constitution de fichiers clients. Est-ce que le constat est partagé par Dimitri Faber? Alors, je connais très bien EasyCap. Effectivement, je pense qu'on a… alors, oui et non. J'ai envie de dire oui, tout le monde se dit qu'ils doivent le faire. En fait, l'idée derrière, c'est de se dire aujourd'hui, beaucoup de commerçants, et notamment ils le découvrent dans cette période, découvrent qu'ils n'ont pas vraiment la main sur leurs données clients. Elles sont prises aujourd'hui, alors toutes les plateformes, mais si vous commandez sur une des plateformes de livraison, le restaurateur va avoir aucune information de vous. Il va avoir votre prénom et la première lettre de votre nom. Et donc, c'est vraiment cette tendance, et c'était justement je pense que c'était la question de Nicolas, c'est de récupérer ce fichier client. Et donc, il y a une énorme demande des clients. Alors après, est-ce que les commerçants et les restaurateurs indépendants ont la vision de le faire, ont les moyens et ont les outils? Ça sera à voir, mais effectivement, je pense que ça va être le sujet des 12-18 prochains mois, clairement. Merci Fabien. Je vais quand même répondre à la dernière question, ce serait dommage. Quels acteurs du paiement émergent renforcés suite au confinement? Alors, enfin, du côté Ingenico, on voit pas mal d'éditeurs, nous, qui veulent aller sur le TPE pour proposer des services. Alors, ça peut être le TPE, ça peut être le poste d'encaissement en plus général. Moi, j'ai cité tout à l'heure des gens qui veulent faire du pourboire dématérialisé. Alors, c'est des gens comme ça. Donc, il y a pas mal d'acteurs, mais c'est plutôt autour du paiement, les services de digitalisation autour du paiement qu'on voit émerger. Donc, il y a plein de petits acteurs. On a parlé d'EasyCap. Là, le pourboire dématérialisé, c'est Tipsy dont je parle, mais il y en a d'autres. Il y a plein de choses qui se font autour de ça et c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais ils sont nombreux honnêtement. Et on voit aussi beaucoup d'acteurs autour de tout ce qui est le click and collect, le delivery qui sortent, beaucoup de startups qui se montent sur ces sujets-là en ce moment. Merci à vous. Je vous donne juste une remarque de Sylvain Rodriguez. En Espagne, le commerçant demande systématiquement au consommateur s'il veut le ticket de carte. Je crois que vous, Tiller, vous avez une antenne en Espagne. Est-ce que vous voulez apporter Non, c'est le cas. Effectivement, on peut proposer. Nous, en gros, sur Tiller, le commerçant peut proposer d'envoyer le ticket par mail. Sur des tickets de moins de 25 €, il peut proposer de ne pas l'imprimer. Par contre, et malheureusement, et on se bat pour, tous les tickets de 25 € sont imprimés automatiquement. Et ça, c'est une question de normes. Et malheureusement, en Espagne, ce n'est pas le cas. En Italie, ce n'est plus le cas. Donc, en France, ça ne va plus être le cas à un moment donné.
Mais aujourd'hui, comme disait Fabien, pour des raisons de sécurité, de pouvoir traquer, etc., c'est malheureusement une demande. Donc voilà, on essaie d'arriver là. Merci beaucoup. Nous arrivons en fin de chronique. Nous avons même débordé un petit peu, mais c'est que le sujet devait fortement intéresser. En conclusion, très rapidement, on voit bien que le commerce a évolué. Il y a une vraie tendance à la digitalisation. Ce que l'on retient, les chiffres que vous nous avez donnés, 40% des restaurants parisiens ont recours au click and collect en 2020. Plus de 60% des restaurants parisiens ont eu recours à la livraison en 2020. Des espèces et des titres restaurants qui retrouvent des niveaux proches, mais encore inférieurs avant la crise. Et la part des paiements par carte, quant à elle, augmente fortement, une augmentation des transactions de vente à distance avec pratiquement, de ce que j'ai compris, 50% de transactions en plus sur certaines périodes. Rapidement, côté écosystème, il y a bien une reprise en fonction des typologies des adhérents de l'association du paiement. Maurice nous a parlé d'une reprise qui était plutôt timide à quelque chose de plus soutenu. Il y a une forte inquiétude pour une deuxième vague du Covid, mais qui cette fois-ci semble être anticipée au travers des équipements de protection, des mesures barrières et puis le fait d'avoir capitalisé sur l'expérience. Alors je n'ai plus qu'à vous dire un grand merci à vous, Maurice, Fabien, Dimitri, de nous avoir dressé ce tableau très complet de la situation actuelle et des tendances à venir. Quant à moi, je vous retrouve pour la dernière chronique de la saison avec notre invité Luc Lafont de la société Paylib. L'occasion finalement de parler de la progression du paiement mobile en période de crise sanitaire et les différentes tendances des transferts d'argent. Je vous dis à bientôt. Encore merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde également. Et merci à nos participants. Au revoir.